Chapitre 8. Les questions sont l'outil par excellence. Qui pose des questions ne peut éviter les réponses. Proverbe camerounais. Ils n'avaient pas besoin de raison. Ils se présentèrent simplement parce qu'il était juif. Les nazis prirent son foyer d'assaut et l'arrêtèrent, avec toute sa famille. Bientôt, ils furent emmenés comme du bétail, embarqués dans un train et conduits à l'infâme camp d'Auschwitz. Ses cauchemars les plus horribles n'auraient jamais pu le préparer à voir sa famille se faire massacrer sous ses propres yeux. Comment pourrait-il survivre à l'horreur de voir un autre enfant porter les vêtements de son fils, ce dernier ayant été tué par une rafale de coups de feu? Il trouva le courage de survivre. Un jour, il constata la situation cauchemardesque qui l'entourait et il dut se résigner à une vérité incontournable. S'il restait là un jour de plus, il mourrait, c'est sûr. Il prit la décision de s'évader et comprit qu'il devait le faire dans les plus brefs délais. Il ne savait pas comment il s'y prendrait. Il savait seulement qu'il devait s'évader. Il avait passé des semaines à demander aux autres prisonniers « Comment pouvons-nous nous enfuir de cette horrible prison ?» Il semblait qu'on lui faisait toujours la même réponse « Ne fais pas l'idiot », lui disaient les autres prisonniers. « Il n'y a pas d'évasion possible. » Te poser de telles questions ne sert qu'à te torturer. Contente-toi de travailler fort et prie pour que tu puisses survivre. Il ne parvenait pas à accepter cette réponse, il refusait de l'accepter. L'idée de s'évader l'obséda de plus en plus, et même lorsque ces réponses n'avaient aucun sens, il continuait inlassablement à se demander « Comment puis-je m'évader ? Il doit bien y avoir un moyen. Comment puis-je sortir d'ici vivant, aujourd'hui même ?» On dit que si vous demandez, vous recevrez. Pour une raison quelconque, il obtint la réponse le même jour. Peut-être était-ce l'intensité avec laquelle il posait la question, ou peut-être était-ce la certitude que le moment était venu. Peut-être encore était-ce l'effet de se concentrer continuellement sur la réponse. Quelle qu'en soit la raison, cet homme a réveillé l'immense force de son âme et de son esprit. La réponse lui est venue d'une source inattendue, l'odeur répugnante des cadavres humains en putréfaction. À quelques mètres seulement de l'endroit où il travaillait, il vit un nombre effroyable de corps empilés pêle-mêle dans la benne d'un camion. Des hommes, des femmes et des enfants morts dans les chambres à gaz. On leur avait arraché les couronnes en or, on leur avait pris tout ce qu'ils possédaient, leurs bijoux et même leurs vêtements. Au lieu de se demander comment les nazis peuvent-ils être aussi ignobles, aussi destructeurs? Comment Dieu a-t-il pu créer quelque chose d'aussi abject? Pourquoi Dieu m'a-t-il fait cela? Stanislas Lek se posa une autre question. Comment puis-je me servir de cela pour m'évader? Il eut la réponse à l'instant. Vers la fin de la journée, lorsque les prisonniers se mirent en route vers leur quartier, Lek se cacha derrière le camion. En un clin d'œil, et sans être vu, il se débarrassa de ses vêtements et plongea nu dans la pile de cadavres entassés dans le camion. Il fit le mort et resta parfaitement immobile, même lorsque, plus tard, il fut presque écrasé par les autres corps qu'on jetait dans le camion. L'odeur fétide de la chair en putréfaction et les restes rigides des corps humains l'entouraient de tous côtés. Il attendit très longtemps, espérant que personne ne remarquerait le seul corps vivant dans la pile de cadavres, souhaitant que tôt ou tard le camion démarre. Après un certain temps, il entendit le moteur se mettre en marche. Il sentit le camion s'ébranler. À cet instant, il sentit une lueur d'espoir au milieu de tous ces morts. Plus tard, le camion s'immobilisa et déchargea son horrible cargaison, des douzaines de cadavres et un homme faisant le mort, dans une immense fosse commune à l'extérieur du camp. Lek resta immobile dans la fosse pendant des heures, attendant que la nuit tombe. Lorsqu'il fut certain qu'il n'y avait plus personne, il réussit à s'extraire de la montagne de cadavres et parcourut nu les 70 kilomètres qui le séparaient de la liberté. Qu'est-ce qui distingue Stanislas Lek des innombrables personnes qui ont péri dans les camps de concentration? Il y a bien sûr de nombreux facteurs, mais le plus important est qu'il s'est posé une question différente. Il s'est posé cette question inlassablement, en espérant obtenir une réponse, et son cerveau a trouvé une solution qui lui a sauvé la vie. Les questions qu'il s'est posées ce jour-là à Auschwitz lui ont fait prendre une décision éclair qui l'a amené à agir, changeant de ce fait sa destinée. Cependant, avant de trouver une réponse, de prendre des bonnes décisions et d'agir, il a dû se poser les bonnes questions. Tout au long du présent voyage, vous avez appris comment nos croyances influencent nos décisions, les actes que nous posons, l'orientation que nous donnons à notre vie et, en fin de compte, notre destinée. Cependant, toutes ces influences sont un produit de nos pensées, c'est-à-dire de la façon dont notre cerveau a évalué et créé un sens tout au long de notre vie. Par conséquent, pour bien saisir comment nous créons notre réalité quotidienne,
nous devons répondre à la question suivante. Comment pensons-nous en fait? Nos questions déterminent nos pensées. Un jour, je pensais aux événements importants qui se sont passés dans ma vie et dans la vie de personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin. J'avais connu tellement de gens, des gens qui ont eu de la chance et d'autres qui n'en avaient pas eu, des gens qui avaient réussi et d'autres qui n'avaient essuyé que des échecs, que je voulais vraiment savoir ce qui avait permis à certaines personnes de réaliser de grandes choses tandis que d'autres, venant du même milieu ou d'un milieu plus favorisé, avaient tout raté. Je me suis donc demandé, qu'est-ce qui fait la plus grande différence dans ma vie, dans ce que je deviens et vers quoi je me dirige? Je vous ai déjà confié la réponse à laquelle je suis arrivé à ce jour. Ce ne sont pas les événements dans ma vie qui déterminent mes sentiments et mes actes, mais plutôt la façon dont j'interprète et évalue les expériences que je vis. La signification que je donne à un événement détermine les décisions que je prends, les gestes que je pose et, par conséquent, ma destinée ultime. Je me suis aussi demandé comment dois-je m'y prendre pour faire une évaluation? En quoi une évaluation consiste-t-elle exactement? J'ai pensé. Ne suis-je pas en train de faire une évaluation maintenant? J'essaie d'évaluer comment décrire ce qu'est une évaluation. Que suis-je en train de faire en ce moment? Puis, je me suis aperçu que je me posais une série de questions qui étaient bien entendu: comment dois-je m'y prendre pour faire une évaluation? En quoi une évaluation consiste-t-elle exactement? Ne suis-je pas en train de faire une évaluation maintenant? Que suis-je en train de faire en ce moment? Puis je me suis dit, se pourrait-il qu'une évaluation ne soit rien d'autre qu'une série de questions? Je n'ai pu m'empêcher de sourire en m'apercevant que je venais encore une fois de poser une question. J'ai commencé à prendre conscience que penser n'était rien d'autre qu'un processus fait de questions et de réponses. Si vous pensez en lisant ces lignes, cela est vrai ou cela n'est pas vrai, c'est que vous vous êtes posé la question consciemment ou inconsciemment. Par ailleurs, si vous pensez « je dois y réfléchir », ce que vous entendez par là est que vous devez considérer la chose pendant un moment. Or, en la considérant, vous vous posez une série de questions. En fait, nous devons reconnaître que nous passons notre temps à nous poser des questions et à y répondre. Cependant, pour améliorer la qualité de notre vie, nous devons modifier nos questions habituelles. Ces questions déterminent la perspective dans laquelle nous voyons la réalité et, de ce fait, notre façon de penser et de nous sentir. Les personnes les plus douées pour poser des questions sont évidemment les enfants. De combien de questions nous bombardent-ils sans arrêt durant leurs jeunes années? Pourquoi croyez-vous qu'ils posent tant de questions? Est-ce uniquement pour nous rendre fous? Pas du tout. Ils procèdent constamment à des évaluations pour déterminer la signification des choses et ce qu'ils doivent faire. Ils se créent des neuroassociations qui les guideront à l'avenir. Ils sont en cours d'apprentissage. Et pour apprendre, penser et faire de nouvelles connexions, ils doivent faire appel à des questions qu'ils se posent ou posent à d'autres. Cet ouvrage et le travail de toute ma vie sont le fruit de nombreuses questions que je me suis posées afin de découvrir ce qui nous fait agir comme nous le faisons et comment nous pouvons parvenir à changer plus rapidement et plus facilement que jamais auparavant. Les questions sont la principale méthode par laquelle nous apprenons presque tout ce que nous savons. En fait, toute la méthode socratique n'est-elle pas fondée sur les questions que pose le maître pour diriger ses élèves, leur indiquer une perspective et les amener à formuler leurs propres réponses? Lorsque j'ai pris conscience de la puissance extraordinaire des questions pour façonner nos pensées et pratiquement toutes nos réactions, je me suis mis à la recherche de questions. J'ai commencé à remarquer combien les questions étaient courantes dans notre culture. Il y a de nombreux jeux à base de questions, et même un livre contenant uniquement des questions destinées à faire réfléchir le lecteur sur sa vie et sur ses valeurs à figurer sur la liste des best-sellers. Les publicités à la télévision et dans les magazines posent sans cesse des questions. Que recherchez-vous? Ne voulez-vous pas ce qu'il y a de mieux? Etc. Pensez, par exemple, à la publicité télévisée pour les chaussures de sport Nike Air, dans laquelle Spike Lee demande à Michael Jordan « Est-ce que ce sont les chaussures ?» Je n'ai pas voulu connaître uniquement les questions que nous nous posions en tant que société, mais j'ai voulu savoir aussi celles qui font une différence dans la vie des gens. Je me suis renseigné auprès des gens que je rencontrais au cours de mes séminaires, à bord de l'avion ou dans des réunions. Je me suis informé auprès de toutes sortes de gens, des PDG et des sans-abri, pour tenter de connaître les questions qui tissaient la trame de leur vie de tous les jours. Je me suis rendu compte que la principale différence entre les gens qui semblaient avoir réussi à tous les égards et ceux qui ne semblaient pas avoir connu beaucoup de succès était que les premiers se posaient de meilleures questions et obtenaient ainsi de meilleures réponses.
Ces personnes se posaient des questions dynamisantes, des questions qui leur permettaient de déterminer exactement quoi faire dans toute situation donnée pour obtenir les résultats souhaités. La qualité des questions détermine la qualité de la vie. Mettez-vous bien cette idée dans la tête car elle est aussi importante que tout ce que vous apprendrez d'autre dans le présent ouvrage. Les entreprises prospèrent lorsque les décideurs qui contrôlent l'avenir de ces entreprises posent les bonnes questions sur les marchés, les stratégies ou les produits. Les relations de couple sont harmonieuses lorsque les deux partenaires posent les questions nécessaires pour éviter les conflits possibles et trouver des moyens de s'entraider au lieu de se déchirer. Les politiciens gagnent leurs élections lorsque les questions qu'ils soulèvent, explicitement ou implicitement, apportent des réponses pertinentes pour eux et pour la collectivité qu'ils représentent. Au premier temps de l'automobile, des centaines de personnes ont essayé d'en construire. Mais seul Henry Ford s'est demandé « Comment pourrais-je en fabriquer en quantité ?» Des millions de gens ont souffert sous le communisme, mais Lech Walesa s'est demandé « Comment puis-je améliorer le niveau de vie de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs ?» Les questions déclenchent un processus dont l'impact dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. C'est en nous interrogeant sur nos restrictions que nous faisons tomber toutes les barrières, que ce soit en affaires, dans les relations de couple ou encore entre les pays. Je crois que tous les progrès de l'humanité sont précédés de nouvelles questions. La puissance des questions. Certaines personnes voient les choses telles qu'elles sont et se disent « pourquoi ?» Je rêve de choses qui n'ont jamais été et je me dis « pourquoi pas ?» Georges Bernard Shaw. Lorsque nous rencontrons une personne de grand talent ou une personne qui semble pouvoir relever tous les défis que la vie lui réserve, nous avons tendance à affirmer « elle a tellement de chance, elle a tellement de talent, c'est sûrement de naissance ». En réalité, le cerveau humain a la faculté de fournir des réponses plus rapidement encore que l'ordinateur le plus perfectionné, même s'il s'agit d'un ordinateur qui effectue les calculs en gigasecondes, milliardièmes de seconde. Il faudrait 2 immeubles de la taille du World Trade Center de New York pour emmagasiner toute la capacité de la mémoire de votre cerveau. Cette masse de matière grise d'1,5 kg peut vous donner instantanément plus de force pour trouver des solutions et vivre des émotions enrichissantes que tout ce qu'on peut trouver dans le vaste arsenal technologique de l'homme. Dans la mesure où le cerveau fonctionne comme un ordinateur cependant, il ne vous est d'aucune utilité si vous ne savez pas comment trouver et utiliser les données qui y sont emmagasinées. Je suis convaincu que vous connaissez quelqu'un, peut-être même êtes-vous dans ce cas, qui s'est procuré un ordinateur, mais ne l'a jamais utilisé faute d'avoir pu découvrir comment il fonctionnait. Pour avoir accès aux fichiers de données d'un ordinateur, vous devez savoir comment les trouver, en vous servant de commandes particulières. De même, pour vous servir de données emmagasinées dans votre propre cerveau, vous devez vous servir des commandes que sont les questions. Toujours la merveilleuse réponse qui pose une question encore plus merveilleuse. E. Cummings. Mon but ici est de bien vous faire comprendre que les gens sont différents les uns des autres parce qu'ils se posent des questions différentes. Certaines personnes se sentent constamment déprimées. Pourquoi ? Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, une part du problème vient de leur état d'esprit, qui limite leur force. Non seulement ces personnes ont-elles des mouvements trop restreints et une physiologie paralysante, mais elles se concentrent de plus sur des choses qui leur donnent l'impression d'être surmenées ou dépassées par la situation. Leur schéma de perception et d'évaluation limite sérieusement leur vie émotive. Ces personnes pourraient-elles changer instantanément la façon dont elles se sentent ? Je parie qu'elles le pourraient, en modifiant leur perspective. Mais quelle est donc la façon la plus rapide de changer de perspective ? Il suffit de se poser une nouvelle question. Une personne risque d'être déprimée simplement parce qu'elle se pose régulièrement des questions qui la privent de pouvoir, des questions comme « Qu'est-ce que ça donnerait ? Pourquoi essayer puisque les choses ne marchent jamais de toute façon ? Pourquoi faut-il toujours que cela m'arrive à moi ? N'oubliez pas, si vous demandez, vous recevrez. Si vous posez une question épouvantable, vous obtiendrez une réponse épouvantable. Votre ordinateur mental est toujours prêt à vous servir, quelle que soit la question que vous lui soumettiez. Il vous fournira une réponse. Si vous lui demandez « Pourquoi est-ce que je n'arrive jamais à rien ?» il vous le dira, même s'il doit inventer la réponse. Peut-être vous dira-t-il « Parce que tu es trop idiot » ou « Parce que tu ne le mérites pas ». Mais parlons plutôt de questions brillantes. Prenons mon ami, W. Mitchell par exemple. Si vous avez lu Pouvoir illimité, vous connaissez déjà son histoire.
Comment pensez-vous qu'il a pu survivre à ces brûlures sur les 2 tiers du corps et continuer à aimer la vie? Comment pensez-vous que, quelques années plus tard, il a réussi à passer à travers un accident d'avion, perdre l'usage de ses jambes, accepter d'être confiné à un fauteuil roulant et trouver encore le moyen de faire quelque chose pour les autres? Il a appris à contrôler la perspective dans laquelle il voyait sa vie en se posant les bonnes questions. Lorsqu'il s'est retrouvé à l'hôpital, couvert de brûlures qui le rendaient méconnaissable et entouré de patients qui s'apitoyaient sur leur propre sort en se demandant pourquoi le malheur s'abattait sur eux, pourquoi la vie était si injuste et pourquoi ils devraient vivre infirmes, W. Mitchell s'est plutôt demandé « Comment puis-je me servir de cette expérience ? À partir de cet accident, qu'est-ce que je pourrais faire pour les autres ?» Ce sont ces questions qui ont modifié sa destinée. Se demander « Pourquoi moi ?» produit rarement un résultat positif, tandis que se demander « Comment puis-je me servir de cette expérience ?» permet souvent à une personne de changer ses difficultés en une force qui l'amène à devenir meilleur et à rendre le monde meilleur. W. Mitchell a pris conscience que sa peine, sa colère et ses frustrations ne changeraient pas sa vie. Au lieu de s'attarder sur ce qu'il n'avait pas, il s'est plutôt demandé « Qu'est-ce qu'il me reste ? Qui suis-je réellement ? Ne suis-je qu'un corps ou suis-je plus que cela ? De quoi suis-je capable maintenant ? Et plus capable que je l'étais auparavant. » Après son accident d'avion, lorsqu'il était à l'hôpital, les membres inférieurs paralysés, il a rencontré une femme extrêmement séduisante, une infirmière qui s'appelait Annie. Malgré son visage marqué par les brûlures et son corps paralysé, il a eu l'audace de demander « Comment pourrais-je obtenir un rendez-vous avec elle ?» Ses camarades d'hôpital lui ont répondu « Mais tu es fou, tu rêves en couleur !» Pourtant, 1 an et demi plus tard, lui et Annie se fréquentaient et elle est maintenant sa femme. C'est cela, toute la magie des questions dynamisantes. Elles nous procurent des ressources irremplaçables, c'est-à-dire des réponses et des solutions. Les questions déterminent tout ce que vous faites dans la vie, de vos aptitudes dans vos relations avec les autres à votre situation financière. Ainsi, par exemple, de nombreuses personnes refusent de s'engager dans une relation, simplement parce qu'elles se posent des questions qui font surgir un doute dans leur esprit. Est-ce que je ne risque pas de rencontrer quelqu'un qui me plaira encore plus, ou de m'engager trop tôt et de le regretter par la suite ? Quelle question pessimiste! En vous posant de telles questions, vous ne faites qu'alimenter la crainte que le pré du voisin ne soit toujours plus vert et cela vous empêche de profiter de ce que vous avez déjà. Il y a même des gens qui détruisent la relation qu'ils finissent par établir en posant des questions encore plus dévastatrices. Pourquoi me fais-tu toujours ça? Pourquoi ne m'apprécies-tu pas? Que dirais-tu si je partais tout de suite? Tu crois que ça ne te ferait rien? Comparez-les aux questions suivantes. Comment ai-je pu avoir la chance de faire ma vie avec toi? Qu'est-ce qui me plaît le plus chez toi? Notre relation ne nous enrichira-t-elle pas énormément tous les deux? Pensez aux questions que vous avez l'habitude de vous poser au sujet de votre situation financière. Lorsqu'une personne ne se débrouille pas très bien sur le plan financier, c'est invariablement parce qu'elle s'arrange pour avoir toujours peur. Et sa peur l'empêche d'investir ou de prendre sa situation financière en main. Elle se demande « Quel nouveau gadget pourrais-je m'offrir aujourd'hui ?» au lieu de se demander « Quel plan dois-je suivre pour atteindre mes véritables objectifs financiers ?»